Oui, je pense qu'on va commencer, Maude. Oui. Donc, bon matin, tout le monde. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Hélène Crépin, vice-présidente senior stratégie consommation chez Léger. Et je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je suis accompagnée aussi de ma collègue Maude Nollet. Bonjour, Maude. Bonjour Hélène. Je suis vraiment contente aussi d'être ici avec toi pour présenter l'étude Miam. Donc, ce qu'on va explorer dans les prochaines minutes va bien au-delà de la recherche consommateur traditionnelle. En fait, il s'agit vraiment de comprendre comment les Canadiens pensent l'alimentation, puis pas seulement ce qu'ils achètent, mais aussi comment ils planifient, ce qu'ils ressentent, puis comment ces émotions vont influencer les choix qu'ils font chaque semaine. Oui, en effet, Maude, la présentation d'aujourd'hui porte sur notre toute dernière étude MIAM menée en mai 2025 à l'échelle nord-américaine. Il est important aussi de souligner que cette étude s'appuie sur un travail antérieur qui nous avait permis de développer une segmentation des mangeurs au Québec. Donc, il y avait 4 grands groupes de consommateurs déclinés ensuite en 8 profils de mangeurs uniques. Donc, il n'est pas impossible pour certains d'entre vous que les 8 profils présentés aujourd'hui vous soient familiers. Par contre, nous trouvons que cette segmentation de marché était tellement pertinente et juste que nous souhaitons en fait présenter une mise à jour de la segmentation, mais cette fois-ci à l'échelle nord-américaine. Donc, on va surtout se concentrer aujourd'hui sur les résultats au Canada, mais sachez qu'à la suite du webinaire qui vous sera envoyé, d'ailleurs, l'enregistrement du webinaire vous sera envoyé suite au courant de la journée, mais dans le rapport, il y a en fait un rapport gratuit qui vous sera envoyé également où l'on présentera l'ensemble du détail sur le Canada et également sur les États-Unis aussi. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les résultats canadiens pour s'assurer qu'on soit dans les temps. Oui, exactement, Hélène. Donc, exactement. Aujourd'hui, on va découvrir différents types de mangeurs. Donc, certains improvisent complètement leur choix à l'épicerie, d'autres planifient tout dans les moindres détails. Et il y a certains qui cherchent à vivre une aventure culinaire, alors que d'autres voient la nourriture comme un simple besoin. Donc, vraiment ici, chacun sa logique, chacun ses motivations. Puis, ça représente une opportunité unique pour les marques, les détaillants, les restaurateurs qui veulent vraiment créer un vrai lien avec leurs consommateurs. Donc, si aujourd'hui vous travaillez dans l'alimentation, la restauration, le commerce de détail, le marketing ou l'innovation, ben, ces insights-là vous aideront vraiment à comprendre non seulement ce que les Canadiens font, mais aussi pourquoi ils le font. Donc, on va parler de sensibilité au prix, d'influence sociale, de recherche de simplicité, de quête de plaisir et plus encore. Très, très intéressant, Maud. J'ai très hâte de voir l'ensemble des résultats, surtout les profils des mangeurs. Donc, sans plus tarder, on va parler de méthodologie de recherche avant de commencer. Donc, l'étude MIAM a été menée à l'échelle de l'Amérique du Nord. Donc, au Canada, c'est un sondage web qui a été réalisé du 2 au 4 mai 2025, donc très récent, auprès d'un échantillon nationalement représentatif de 1626 répondants qui ont été sélectionnés de façon aléatoire à partir de notre panel Léo. Il y a eu également une pondération des résultats là, qui a été réalisée sur différentes variables sociodémographiques pour s'assurer qu'on puisse extrapoler les résultats à l'ensemble des Canadiens de l'étude. Mais en parallèle, il y a un deuxième sondage qui a été mené auprès de 1014 répondants aux États-Unis, qui ont été également recrutés à partir de notre panel Léo. Il y a une pondération également qui a été faite des résultats là, pour s'assurer qu'on puisse les extrapoler à l'ensemble des États-Unis. Et comme je vous mentionnais, nous nous concentrons aujourd'hui sur les résultats canadiens, mais le rapport détaillé disponible en fin du webinaire, là, qui est gratuit, là, inclura aussi également toutes les données américaines là, pour qu'on puisse, que vous puissiez en fait comparer les résultats au Canada versus États-Unis et aussi par province, etc. Donc, la segmentation des mangeurs que nous vous présentons aujourd'hui s'appuie sur 4 grands groupes de consommateurs déclinés en 8 profils de mangeurs uniques. Et voici d'abord les résultats aux questions qui nous ont permis d'identifier ces quatre grands groupes de consommateurs. Donc, on va commencer par les 4 grands groupes. Donc, nous avons d'abord demandé aux consommateurs ce que représente pour eux manger, cuisiner et la nourriture en général. Nous leur proposions en fait une dizaine de choix de réponses avec possibilité d'en choisir jusqu'à 3. Et ce qu'on présente ici sur la diapositive, c'est le top 3 de ce que les Canadiens nous disent par rapport à leur relation quotidienne avec l'alimentation. Donc, à travers le pays, un constat s'impose. Si la nourriture est un besoin essentiel,
pour vivre, là, pour près de la moitié des Canadiens. Elle est aussi bien plus que cela. En fait, on le voit ici. Donc, elle est émotionnelle et également personnelle. C'est aussi un moment partagé en famille et entre amis, un moment de partage et de connexion aussi avec ses proches. Aussi, pour le tiers des Canadiens, c'est une source de plaisir, une passion, presque même la recette du bonheur. Nous avions dans nos choix de réponse aussi que la relation avec l'alimentation était une source de stress. Et je vous rassure, en fait, seulement 7 des Canadiens là, qui ont répondu au sondage ont mentionné que c'était une source de stress pour eux. Donc, ça signifie en fait que la relation avec l'alimentation, elle est plutôt plus positive que négative pour la majorité des Canadiens. Donc, un premier résultat ici. Ensuite, la planification des achats alimentaires et des repas est aussi une dimension importante là, pour définir les quatre grands groupes de consommateurs. Les résultats que nous verrons ici sur cette diapositive-là indiquent que la grande majorité des Canadiens adoptent une approche plutôt proactive et réfléchie avant de se rendre en magasin pour des achats alimentaires. Et ça va au-delà du fameux post-it sur le réfrigérateur. Donc, C'est drôle ce que tu dis ouais. ça, Hélène, parce que j'ai exactement ce petit post-it, cette liste-là sur mon frigo. Mais j'ai quand même aussi une application là, de type liste d'épicerie sur mon téléphone. Donc, j'ai les deux. Parfait. Donc, on voit ici, en fait, que 93 des répondants là, au sondage nous disent de planifier leurs achats dans une certaine mesure. Donc, on a ici un 62 qui nous disent plutôt planifié et 31 qui nous disent totalement planifié. Donc, c'est pas nécessairement. Donc, il y a quand même une ouverture à la spontanéité en magasin, même s'il y a beaucoup de planification. Donc, c'est pas à 100 qu'il y a une planification, mais à certains moments, on va se permettre une certaine spontanéité là, de choisir un produit qu'on n'avait pas nécessairement planifié avant de se rendre en magasin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on observe que la planification est corrélée avec l'âge aussi du consommateur. Donc, les consommateurs plus jeunes, comme Maude ici, tendent à moins planifier leurs achats. Mais on verra, Maude, tout à l'heure, comment tu te situes par rapport à ça. Euh, Quatre autres résultats que je vais vous présenter ici en rafale, donc parce qu'ils parlent en fait d'eux-mêmes, là. Donc, premier résultat, en fait, 79 des répondants nous disent préparer une liste d'achats avant de faire l'épicerie. 71 planifient leurs achats en fonction des spéciaux dans les circulaires d'épicerie. 75 donc les trois quarts des répondants, font un inventaire avant de faire l'épicerie. Donc, ils vont aller ouvrir le frigo, ouvrir les armoires. Est-ce qu'il me manque du lait? Est-ce qu'il me manque de l'huile d'olive, etc. Donc, ils vont faire un inventaire, une liste par la suite. Et 50 planifient leur repas de la semaine avant de faire leurs achats. Donc, à quel point, je ne sais pas, mais ils vont dire, oh, ce soir, on mange du poulet, le lendemain, bon, une salade pois chiches, etc. Donc, on planifie les achats. Donc, cette mentalité de planification a un impact assurément direct pour les marques. Pour vous là, qui êtes à l'écoute aujourd'hui, ça a un impact, c'est sûr. Ça démontre en fait l'importance de développer des points de contact hors magasin. Donc, une relation avec le consommateur qui est avant, en fait, qui se rende en épicerie, par exemple. Donc, ce comportement de planification influence la façon de communiquer les promotions, l'importance aussi d'envoyer des courriels personnalisés, l'infolette, donc le rejoindre avant qu'il se rende. Ça démontre l'importance également d'avoir un site web qui est efficace, qui est inspirationnel aussi, donner des idées aussi d'achat avant qu'on se rende, l'importance aussi des messages publicitaires, des médias sociaux, donc tout ce qui se passe là hors magasin. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important en magasin parce qu'il y a quand même une certaine forme de spontanéité, mais ça signifie en fait que les Canadiens arrivent en magasin avec un plan, pas nécessairement rigide à 100 mais avec un plan. Donc, ça veut dire pour vous là, que si vous ne faites pas partie de leur liste ou de la circulaire, etc., il y a des risques en fait que, vous ne trou- que, vous ne re- que votre produit ne se retrouve pas dans le panier aussi. Un fait intéressant aussi, c'est que les hommes ont tendance à moins faire de listes ou à moins bien préparer leurs achats alimentaires. Et un autre élément intéressant, une différence significative, c'est que l'organisation des achats alimentaires en fonction des promotions circulaires, rabais, etc., là, est plus fréquente au Québec qu'ailleurs au Canada. Un pourcentage qui m'intéressait aussi, c'est le 50 ici, donc la planification des repas de la semaine à 50. Ça laisse quand même une place pour la spontanéité, mais ça représente aussi une opportunité pour les marques
d'accompagner le consommateur dans sa planification par l'idée de recettes basées sur ses achats. Donc, par exemple, après l'achat, on propose des recettes, etc. Ou même sur la liste d'achats en ligne ou donc pendant l'achat, où on peut proposer également des idées de repas, par exemple. Une autre question importante pour définir nos quatre grands groupes de consommateurs porte sur leurs habitudes d'achat alimentaire. Donc, certains privilégient une grande sortie hebdomadaire, donc 58 vont faire une grosse épicerie. D'autres, à 40 multiplient les petites visites selon les envies, la commodité, les besoins de produits d'appoint, les manques du lait, tout ça. Donc, on se rend à l'épicerie, soit par habitude aussi. Certains vont faire plusieurs achats pour différentes raisons, ou même pour bénéficier d'une offre promotionnelle à ne pas manquer. Donc, 40 ici. Et il y a un fameux 2 aussi qui se rendent au magasin chaque jour pour y faire des achats alimentaires. Alors, est-ce que c'est parce que c'est intégré à des habitudes saines de vouloir en fait se déplacer chaque jour? Ça fait partie de notre marche quotidienne, par exemple, ou encore peut-être parce qu'on a un petit réfrigérateur, on ne sait pas, peu de place peut-être à la maison. Donc, il y a un 2 ici qui le font pratiquement chaque jour. Aussi, un fait intéressant, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre le degré de planification de ses achats et ses repas de la semaine et la façon de faire l'épicerie. Donc, c'est pas parce qu'on planifie beaucoup qu'on va faire une seule épicerie. Donc, il n'y a pas nécessairement de lien entre les deux. Et parce qu'en fait, même les plus planificateurs se montrent souvent très flexibles dans leur manière de magasiner. Peut-être même avec les promotions, on va suivre, on va faire plusieurs endroits là, pour aller chercher certains produits en particulier. Et également, cela montre quand même si certains font plusieurs visites ou cèdent à une envie de temps à autre, il y a quand même un cadre structuré là, qui est défini en fait les habitudes d'achat alimentaire. C'est sûr aussi qu'avec les habitudes de télétravail, je ne serais pas non plus surprise, Maude, que la proportion d'achats multiples aussi durant la semaine ait augmenté. Les consommateurs ayant plus de temps pour se permettre des visites spontanées à l'épicerie, boulangerie du coin, pourquoi pas au marché public, par exemple à l'heure du lunch ou en fin d'après-midi, soient plus fréquentes qu'avant. D'ailleurs, c'est mon cas. Donc, c'est pour ça que je nomme cet exemple-là, parce que c'est mon cas. Donc, je vais me permettre des fois une petite sortie à l'heure du lunch, aller chercher un produit là, qui me manque pour le souper. Et cette diapositive-là met donc aussi en lumière qu'il n'existe pas une seule bonne façon de faire l'épicerie, mais différentes façons, en fait, ici. Maintenant, Maude, on est rendu à la présentation des quatre grands groupes de consommateurs au Canada, basés sur ces questions qu'on vient de voir. Donc, Maude, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, avec plaisir. Allons maintenant, c'est ça, aux quatre grands segments clés. Mais avant d'entrer en détail, là, on trouvait important de vous présenter cette citation-là du gastronome français Bria Savarin, qui date de plus de 200 ans, mais qui est toujours d'actualité. Donc, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui est au cœur de la segmentation qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc, vraiment, en observant la relation des gens avec la nourriture, comment ils magasinent ou ils cuisinent, ben, on comprend mieux qui ils sont. Donc, allons maintenant voir justement les quatre grands segments sur la prochaine diapositive. Donc, on voit ici un aperçu des quatre grands segments clés. Donc, on voit qu'on a les pratico-pratiques avec 25 de la population canadienne. On a également notre plus grand segment, les spontanés, avec 33 de la population canadienne. Ensuite, les organisés, qui représentent encore un Canadien ici sur quatre. Et puis finalement, le plus petit segment, les passionnés. Donc, on voit que c'est vraiment quatre approches très différentes de l'alimentation selon qu'on cherche l'efficacité, qu'on se laisse guider par l'envie du moment, qu'on fonctionne dans un cadre très structuré ou qu'on mange avant tout pour le plaisir, comme les passionnés. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que ces segments-là sont aussi bien présents aux États-Unis, comme on le voit dans le bas de la diapositive à droite, avec seulement quelques légères différences qui sont pas significatives, en fait. Donc, on voit que les proportions se ressemblent beaucoup. Également aussi, là, après le webinaire, vous allez recevoir justement une copie gratuite du rapport complet avec justement les données détaillées pour le Canada, les États-Unis, aussi selon l'âge, le genre et la région. Donc, si vous cherchez des insights plus ciblés ou adaptés à votre clientèle ou à votre marque, bien, vous allez avoir tout ça entre les mains aussi très bientôt. Donc, on va passer au premier segment, qui sont les pratico-pratiques, comme je vous l'ai dit, qui représentent 1 pas 1 un Canadien sur quatre, donc 25 ici. Puis, qu'est-ce qui définit les pratico-pratiques? Bien, c'est vraiment que 0 des pratico-pratiques considèrent la nourriture
que ça leur apporte du bonheur, de la passion, du plaisir. Donc, comme Hélène l'a présenté au début, la relation avec la nourriture, ben, on voit qu'eux n'ont 0% ont sélectionné ce choix-là. Donc, pour eux, manger, c'est avant tout une tâche à accomplir. Donc, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie ici. L'alimentation doit être vraiment efficace, pragmatique, orientée vers les solutions. Donc, ce qui compte, c'est vraiment de se nourrir et c'est tout. La nourriture est aussi perçue comme un carburant et non comme une expérience. Donc, chaque choix alimentaire va viser à gagner du temps, à simplifier la routine, puis à éviter tout ce qui est superflu autour. On les appelle aussi les champions des repas simples et rapides. Les pratico-pratiques, on les imagine facilement faire une épicerie stratégique et cuisiner tous les mêmes plats efficaces. Puis aller au restaurant aussi, ça se fait vraiment plus rare pour ce segment-là. Donc, si on devait s'imaginer les Mm. pratico-pratiques dans votre entourage, ça serait probablement la personne qui mange le même lunch chaque jour de la semaine, juste parce que c'est simple, ça fonctionne, puis que ça lui demande zéro réflexion. Allons voir le prochain segment qui sont les passionnés. Les passionnés qui représentent 16 de la population canadienne, ben, à l'inverse des pratico-pratiques, c'est vraiment 100 d'entre eux qui disent que la nourriture est une source de plaisir, de passion et de bonheur. Donc, totalement l'inverse du premier segment. Donc, on voit que les passionnés, pour eux, manger, c'est vraiment une véritable expérience de vie à savourer et à partager. Ils vont être motivés justement par le plaisir, la découverte, par tous ces petits luxes du quotidien qui transforment leur bouchée en un moment vraiment mémorable. Donc, ce segment-là va être aussi plus susceptible de fréquenter les restaurants pour l'expérience, d'explorer une grande variété de produits. Puis ça va être aussi eux qui vont être plus susceptibles de justement visiter les marchés, les commerces spécialisés, toujours à la recherche de ce petit quelque chose-là de différent. Donc, encore une fois, si on devait s'imaginer les passionnés, ça serait probablement la personne qui organise un voyage en fonction des restos à essayer. Donc, qui a déjà réservé 3 tables à Tokyo avant même d'avoir acheté ses billets d'avion. Donc, on voit vraiment que les passionnés ont une approche qui est dite épicurienne. Ensuite, on a les spontanés. Les spontanés, qui est notre plus grand segment là, avec le 33 ce qui les représente, eux, c'est vraiment que 69 des spontanés ben, apprécient se rendre plusieurs fois par semaine au magasin. Donc, comme Hélène nous l'a montré, ce n'est pas la personne qui va faire une seule visite, mais c'est elle qui va y aller vraiment plusieurs fois par semaine. Puis, ils vont aborder l'alimentation avec beaucoup de flexibilité et d'émotion. Donc, pour les spontanés, tout part de l'humeur, du désir du moment, puis tout ce qui leur tombe sous la main. Donc, on voit que leur décision va être vraiment très influencée par ce qui se passe autour d'eux. Donc, que ce soit par la suggestion d'un proche, une publicité qu'ils ont vue ou tout simplement une envie soudaine. Donc, on voit que les spontanés, il n'y a pas trop de planification. Ils vont plus selon comme leur humeur, leur feeling. Donc, ça fait en sorte que c'est des acheteurs qui sont plus impulsifs, comme je vous l'ai dit, qui font plusieurs visites en magasin puis qui laissent beaucoup de place aux envies du moment. Par contre, le résultat, c'est que ça peut faire grimper leur facture hebdomadaire. Donc, en effet, là, c'est le segment avec la plus haute facture hebdomadaire. Donc, si on devait s'imaginer les spontanés, cette fois, ça serait probablement la personne qui décide du menu du souper directement en marchant dans les rangées de l'épicerie, puis revient 2 jours plus tard là, parce que l'inspiration va avoir changé. Puis finalement, le quatrième segment, les organisés. Les organisés qui représentent 26 de la population canadienne. C'est un peu l'inverse des spontanés. Ici, il y a beaucoup plus de planification parce qu'on voit que 84 des organisés ben, disent que leurs achats alimentaires sont totalement planifiés. Donc ici, c'est vraiment pas le plus tôt et le totalement planifié, c'est vraiment le totalement donc à l'extrême. Les organisés vont aborder l'alimentation avec plus de discipline et de structure. Pour eux, là, tout va être planifié, le menu de la semaine, la liste d'épicerie, même l'inventaire du congélateur va être à jour. Donc, on voit qu'ils ont une approche beaucoup plus rigoureuse et rationnelle avec un objectif clair qui va être de maximiser le contrôle, aussi d'éviter le gaspillage alimentaire, puis de respecter leur budget. Ces segments-là, on voit qu'ils sont moins portés vers les restos ou tout ce qui est plat préparé, livraison, application de livraison. Ce qu'ils privilégient, ça va être plus la cuisine maison dans un cadre bien structuré où chaque ingrédient va avoir sa place. Donc, si on devait s'imaginer les organiser, ça serait probablement la personne qui va profiter de son dimanche pour planifier ses repas, faire son épicerie, cuisiner quelques plats d'avance, justement, histoire d'avoir l'esprit tranquille ici pour toute la semaine.
Donc, maintenant, on vous a présenté nos quatre grands segments. On avait aussi envie de vous poser la question directement à vous, à savoir lequel de ces segments-là vous correspond le mieux. Donc, on va prendre un petit moment pour que vous puissiez y répondre. Là, le sondage devrait apparaître à l'écran. Mais entre-temps, j'aimerais savoir, toi, Hélène, tu te situes où dans tout ça? Ben d'abord, Maud, j'adore ces quatre segments-là. Moi, je les trouve très clairs et très parlants. Alors, pour moi, c'est assez facile. Définitivement, je suis une spontanée. Donc, oui, OK. j'ai mes produits d'habitude, une certaine planification, etc. Mais je suis très sensible au marketing, aux beaux emballages, aux présentations de repas inspirants, etc. Puis mes repas de la semaine sont souvent décidés sur place, selon ce qui semble bon. Donc, je suis une bonne cible pour les marketeurs. Et toi, Maude? Je pense que je me reconnais plus dans les organisés, simplement par le fait que j'ai toujours une liste avec moi quand je fais l'épicerie, avec deux ou trois repas déjà pensés pour la semaine, mais c'est vrai que je me garde un peu de place pour la spontanéité quand même en cas d'imprévu. On va aller voir si on peut voir les résultats. Euh, ah oui, on a les résultats dans le chat. Donc, on a environ 9 d'organisés, 28 de spontanés, pratico-pratique 33 passionnés 30. Et je pense que c'est à quoi on s'attendait quand même, Hélène, pour les passionnés, du moins. Ouais, passionné. Ben, en fait, avec l'auditoire qu'on a aujourd'hui, je me suis dit peut-être que ça va être 100% de passionnés, des gens qui, qui sont vraiment, qui adorent l'alimentation, la bouffe, etc., la bonne bouffe. Donc, là, 30%. Bon, on est quand même un bon pourcentage. Mhm. Parfait. On va continuer. Donc, passons maintenant là, on vient de voir les quatre grands groupes de consommateurs. Maintenant, regardons les 8 profils de mangeurs. Donc, d'abord, les questions qui nous ont permis de bâtir ces 8 profils-là. Donc, les deux premières questions qui nous ont permis de créer les 8 profils de mangeurs sont les dépenses et le stress lié au prix des aliments. Donc, nous avons demandé aux Canadiens combien leur ménage dépensait en nourriture chaque semaine et la moyenne s'élève à 179 en excluant les repas là, au restaurant et l'alcool. Donc, c'est sûr que cette moyenne varie selon les différents sous-groupes de la population. Par exemple, pour une famille, la moyenne, elle est plus de 232 par semaine. Et c'est également aussi plus élevé chez d'autres sous-groupes comme les personnes issues de communautés ethno-culturelles, les personnes nées à l'extérieur du Canada, où c'est le revenu élevé en fait de 100 000 et plus, les universitaires également. Donc, ça démontre quand même que les dépenses alimentaires élevées ne sont pas nécessairement liées aux revenus comme tels, mais ça peut être influencé également par l'étape de vie structure familiale, l'origine culturelle aussi. Et à noter que, aux États-Unis, là, la moyenne, elle est au moins de 100 et plus, là. Donc, on est beaucoup plus élevé là, qu'au Canada, aux États-Unis, en dollars canadiens. Aussi, autre question, 77 des Canadiens, donc 3 sur 4, là, se disent stressés face à la montée des prix alimentaires. 32 se disent très stressés et 45 plutôt stressés. Donc, ce stress est quand même généralisé, là, même chez les sous-groupes qui dépensent plus. Évidemment, ce stress a un impact sur comment les consommateurs planifient, magasinent ou même priorisent leurs achats alimentaires. Ensuite, le volet restauration aussi est aussi important pour déterminer les 8 profils de mangeurs. Tout d'abord, un premier résultat, en fait, près de un Canadien sur deux, la 48 nous disent en fait manger au restaurant chaque mois ou presque chaque mois. Et un sur trois utilise des services ou des applications de livraison pour se commander un repas au restaurant chaque mois ou presque à chaque mois. Notez aussi que 11 ne vont jamais au restaurant et 38 n'utilisent pas les services de livraison ou les applications là, pour commander des services de restaurant. Donc, ça fait quand même, au-delà de ça, là, beaucoup en fait, de repas au restaurant. Donc, ça fait vraiment partie intégrante des habitudes alimentaires et assurément du plaisir aussi de manger. Puis, on ne se cachera pas aussi au plaisir de se faire servir aussi de temps en temps. C'est toujours agréable. Et aussi, un paradoxe intéressant aussi et profondément humain aussi est que les jeunes Canadiens ressentent plus que la moyenne la pression liée à la hausse des prix des aliments. Et pourtant, ce sont eux qui sont les plus enclins à manger au restaurant ou à commander à domicile. C'est le dilemme classique, Maude, de vouloir le beurre et l'argent du beurre en même temps. Donc, Maude, tu fais partie quand même du segment des plus jeunes, les 18-34, là. Donc, vas-tu souvent au restaurant, Maude?
Définitivement, je pense que je me situe entre quelque part entre parfois et souvent, là. C'est vrai que je suis dans les organisés, j'aime bien cuisiner, mais je pense qu'honnêtement, on se laisse souvent tenter par des restos entre amis, là, une fois par semaine. Parfait, merci Maud. Donc, un autre facteur clé que nous avons exploré pour créer les 8 profils de mangeurs est l'influence sociale et médiatique. En particulier, la question de savoir si les gens suivent des personnalités ou des groupes spécialisés en alimentation sur les médias sociaux. Si j'achète des produits alimentaires après avoir vu des critiques positives de la part des journalistes, influenceurs, blogueurs ou personnalités publiques. Donc, tout d'abord, en fait, 29 disent être abonnés ou suivre des personnalités ou des groupes sur les médias sociaux dont le contenu porte en grande partie sur la nourriture. Donc, ça démontre sans aucun doute le grand intérêt des Canadiens pour le sujet. Aussi, environ un Canadien sur quatre affirme acheter régulièrement des produits à la suite d'un avis favorable d'un journaliste, d'une personnalité publique, d'un influenceur ou d'un blogueur. Donc, c'est une énorme influence que peuvent avoir les personnalités et ça confirme surtout l'importance du marketing d'influence. Donc, si on se posait la question, ça confirme ici que ça a beaucoup d'impact. Et encore une fois, les jeunes consommateurs sont plus susceptibles d'être influencés, surtout ceux qui suivent du contenu alimentaire là, sur les réseaux sociaux. Et toi, Maude, est-ce que tu suis certains créateurs de contenu en alimentation? Est-ce que ça peut influencer tes choix aussi? Oui, ben définitivement, là, je suis quelques influenceurs sur les médias sociaux, ne serait-ce que comme Dash of Honey ou Laurent Dagenet, qui vont venir m'inspirer parfois justement pour créer mon menu de la semaine ou essayer des nouveaux plats. Puis c'est vrai que je me laisse aussi par contre influencer quand il est question de recommandations de restaurants. Donc, pas juste pour les plats de la semaine, mais les recommandations de resto, je me laisse aussi tenter. C'est vraiment un bon exemple. On le voit, Mhm. les collaborations avec des créateurs de contenu peuvent avoir un impact concret sur ton alimentation où l'image, l'inspiration, la recommandation jouent un rôle énorme. Alors que ce soit pour un resto, un produit, une recette, ça peut rapidement se transformer en envie, puis éventuellement en un achat. Et justement, c'est aussi intéressant aussi de voir le comparatif Canada-États-Unis. En fait, aux États-Unis, cette influence est encore plus marquée. En fait, c'est 33 des répondants américains qui déclarent acheter régulièrement des produits après avoir vu une critique, lu une critique positive d'une voix crédible. C'est aussi une différence statistiquement significative par rapport à la moyenne canadienne. Donc, le 26 il est plus élevé là, aux États-Unis. Et évidemment, ça a des implications majeures pour les marques alimentaires, surtout celles qui opèrent dans les deux pays. Au Canada, la confiance se construit souvent plus lentement et demande de la constance aussi. Aux États-Unis, une seule mise en avant forte, beaucoup de bruit, là, un bon placement peut générer une traction immédiate, surtout auprès des jeunes connectés numériquement. Autre élément, les deux dernières questions, en fait, nous ont permis d'établir les 8 profils, c'est les achats locaux. En fait, un thème qui est quand même dominant là, dans l'industrie depuis plusieurs années. Alors, l'idée d'acheter local demeure très importante pour de nombreux Canadiens. En fait, 51 donc, un sur deux là, disent être prêts à payer plus cher pour des produits alimentaires provenant de leur région. Donc, c'est un signal fort que le local conserve une valeur émotionnelle, éthique, là, comme soutenir la communauté, garantir la fraîcheur, réduire l'impact environnemental. Ça résonne pour les Canadiens, mais il y a des signes quand même de fatigue qui commencent à apparaître. Donc, on voit ici qu'un Canadien sur quatre affirme aujourd'hui en avoir assez d'entendre parler d'achat local. Cela, ça ne signifie pas qu'ils sont opposés, bien au contraire, mais ça suggère plutôt que le message perd un peu de son efficacité, du moins pour un sur quatre ici, surtout s'il paraît répétitif, vague ou déconnecté d'une réelle valeur. Donc, Maude, même si le local reste un facteur différenciateur important, ce n'est pas un laisser-passer automatique. Donc, les consommateurs posent de plus en plus de questions. C'est quoi l'achat local? À quel point c'est local? Pourquoi c'est plus cher, par exemple? Est-ce vraiment de meilleure qualité? Donc, ils recherchent de la transparence, du concret, de la pertinence, pas juste une étiquette. Donc, il faut aller un peu plus loin. Euh, et donc, la leçon clé, en fait, ici, c'est que si vous souhaitez mettre de l'avant le local comme marque ou détaillant, assurez-vous que ce soit clair, porteur de sens et lié à ce qui compte pour les gens, comme la fraîcheur, par exemple, la durabilité, le savoir-faire. Donc, il faut l'associer à quelque chose qui est important et pertinent pour les consommateurs.
Donc, je viens de présenter les résultats aux deux dernières questions qui nous ont permis de créer les 8 profils de mangeurs canadiens. Donc, Maude, on arrive à la partie la plus intéressante, de décortiquer tout ça, d'aller en profondeur sur les différents groupes là, qu'on vient de voir. Donc, Maude, est-ce que tu pourrais nous les révéler, ces 8 profils? Oui, avec plaisir. Donc, on va passer, c'est ça, aux 8 profils de mangeurs. Donc, ce qu'on va voir ici, oui, sur cette diapo, c'est vraiment une version qui est plus raffinée de la segmentation qu'on vient juste de vous présenter. Donc, chacun des 4 grands segments ben, a été dédoublé pour faire ressortir les nuances à l'intérieur de chaque groupe. Donc, on passe ici de 4 segments à 8 profils de mangeurs qui nous permettent justement d'aller encore plus loin dans la compréhension de leur comportement, de leur motivation, puis de leurs différences parfois très marquées. Donc, on va vous montre ici la répartition respective avant de plonger en détail dans chacun d'eux. Donc, on a vraiment les pratico-pratiques qui se sont divisés en désintéressés et fonctionnels, les spontanés qui se sont dédoublés en sans chichi, en curieux, les organisés qui se sont divisés en frugaux et consciencieux, et les passionnés qui se sont dédoublés aussi en sensés et explorateurs. Puis c'est aussi intéressant de noter que même si la structure est très semblable là, du côté des États-Unis, comme on peut voir à droite, bien, il y a un seul profil qui ressort un peu plus là-bas. Donc, on a les consciencieux qui sont proportionnellement plus présents aux États-Unis, là, plus qu'au Canada, donc avec le 9 de consciencieux versus le 5 au Canada. Donc, commençons par le premier profil. Le premier profil, c'est les désintéressés qui représentent 18 de la population. Leur phrase qui les représente, c'est vraiment manger, c'est une corvée. Moins j'y pense, mieux je me porte. Donc, la première phrase dit tout, là. Chez les désintéressés, là, manger n'est rien de plus qu'une tâche à accomplir. Il fait partie aussi des pratico-pratiques. Donc, ici, la nourriture est vraiment perçue comme une nécessité, puis pas comme une expérience et encore moins comme le plaisir, comme on l'a vu plus tôt. Ces segments-là cherchent ni à innover, ni à suivre les tendances. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment des options qui sont simples, abordables, puis qui font le travail. Donc, généralement, les désintéressés font une grosse épicerie bien planifiée, peu fréquente, puis s'en tiennent vraiment à l'essentiel. Sont aussi peu enclins à dépenser pour des produits élaborés, sont peu présents au resto, puis sont peu réceptifs aux influenceurs. Donc, si on devait s'imaginer les désintéressés, ça serait probablement la personne à qui on rappelle qu'il faut manger 3 fois par jour, puis qui nous répond avec un soupir. Par contre, on a un deuxième profil aussi de pratico-pratiques qui sont les fonctionnels. Donc, les fonctionnels, eux, leur phrase, c'est vraiment chaque bouchée a un but, protéines, résultats, performance. Donc, pour eux, là, les fonctionnels, manger un acte réfléchi, puis souvent relié à un objectif bien précis. Donc, que ce soit poursuivre un régime, atteindre un objectif bien-être, ben, l'alimentation va être contrôlée, puis disons-le, presque optimisée. Donc, la relation qu'ils ont avec la nourriture va être plus utilitaire. Donc, on mange ici pour performer, pour progresser, pour tracker ses résultats. C'est aussi un profil qui est très connecté. Comparativement aux désintéressés, là, ils s'informent, eux, sur les réseaux sociaux, ils sont présents sur les réseaux sociaux, ils testent les tendances, puis ils suivent quand même de près les influenceurs ou les experts qui parlent d'alimentation. Donc, si on devait s'imaginer, eux, Hélène, je ne sais pas, toi, est-ce que ça te fait penser peut-être à quelqu'un de ton entourage? Oui, oui, j'ai un ami qui est comme ça. Là, il mange son bol de poulet, riz, brocoli là, presque tous les jours. Là. Il pèse ses portions, calcule ses protéines. Ouais. Tu vois, il nourrit son corps. Donc, et si jamais il y a quelque chose de nouveau, là, en tout cas, ça finit, c'est sûr, sur Instagram avant d'être mangé. Là, on entend parler assurément. Ouais. Probablement un fonctionnel. Oui. Ben, passons maintenant au prochain, là, des passionnés. Donc, notre premier passionné, là, c'est les sensés. Les sensés qui représentent 13 de la population. Leur phrase, c'est plaisir dans l'assiette, raison dans le panier. Parce qu'on se rappelle, les sensés font quand même partie des passionnés. Donc, les passionnés, c'est beaucoup de passion, bonheur, plaisir. Mais il y a un bel équilibre entre cette passion-là puis le bon sens. Donc, c'est plus des gastronomes qui sont raisonnables, donc un peu plus équilibrés, qui aiment cuisiner, découvrir des nouvelles saveurs, puis surtout partager ça autour de la table avec leurs proches, mais sans jamais perdre de vue leur budget quand même. Ils sont plus attentifs au prix, ils optimisent leurs courses, mais ils ne sont pas stressés par la hausse des coûts. Ils font des choix qui sont plus logiques puis pas anxieux. Donc, si on devait s'imaginer les sensés, ça serait probablement la personne qui invite des amis à souper, cuisine un plat savoureux qu'elle n'a jamais essayé, mais qui respecte tout de même son budget. Si on le compare ici aux explorateurs, les explorateurs, là, un très petit profil de 3 ici, pour qui la découverte culinaire est un luxe qui
t'offre sans compromis. Donc, ici, on voit vraiment, là, on entre dans un univers de passion, de raffinement, de recherche constante de nouveautés gastronomiques. Puis, comparativement au sensé, ben, les explorateurs sont des amoureux de la bonne bouffe, mais qui ne se fixent aucune limite budgétaire. Donc, le bonheur passe vraiment avant tout par la qualité des ingrédients, les nouvelles saveurs, les expériences culinaires mémorables. C'est aussi un profil qui va être prêt à payer plus cher pour des produits locaux, d'exception, simplement parce que le plaisir en vaut la peine. On voit aussi qu'ils se laissent inspirer par les tendances du moment, que ce soit dans les médias, les réseaux ou tout simplement à travers ce qu'ils découvrent quand ils vont au restaurant. Donc, si on devait s'imaginer les explorateurs, cette fois-ci, ça serait probablement plus la personne qui va préparer un souper 5 services avec une bonne burrata à l'huile de truffe puis un nouveau vin rouge tendance, juste pour le plaisir ici de bien manger. Donc, oui, dans les spontanés, on a maintenant les sans-chichi. Notre premier profil des spontanés qui représente quand même 20 de la population, avec leur phrase Je mange ce que j'aime sans me compliquer la vie. Donc, on voit tout de suite là, que les sans-chichi abordent l'alimentation de manière très simple et spontanée. Donc, comme les spontanés, ils ne planifient pas leur repas, ils ne font pas vraiment de liste, puis ils prennent des décisions sur place selon ce qu'ils ont envie. Donc, les sans-chichi, là, peu importe les valeurs nutritives ou les tendances, ils vont plus aller vers ce qu'ils connaissent puis ce qu'ils aiment déjà sans se compliquer la vie. Même s'ils sont un peu stressés par la hausse des prix, leurs achats vont rester impulsifs, ce qui les amène souvent à dépasser leur budget sans trop s'en rendre compte. Comme on l'a vu plus tôt, c'est un profil qui va avoir une facture hebdomadaire qui est plus haute. Donc, si on devait s'imaginer, les sans-chichi, ça serait probablement la personne qui, à 18 heures, décide d'aller à l'épicerie pour trouver vraiment quelque chose de simple pour souper, puis qu'à 18h15, là, ben, elle reparte avec sa pizza congelée préférée, bien satisfaite ici de son choix. Et puis, on a aussi le deuxième profil des spontanés qui sont les curieux. Les curieux, qui représentent 13 ici de la population, sont des foodies plus spontanés, davantage à la recherche de découvertes. Si on le compare au Sanchi, là, c'est vraiment plus axé découverte. Donc, sa phrase, un nouveau resto, une épice inconnue, dis-moi où et j'arrive. Donc, on voit que leur alimentation est guidée, oui, par l'envie du moment, que ce soit un plat exotique, un resto original ou un produit qui va piquer leur curiosité. Les curieux, ils planifient pas vraiment, mais se laissent plus porter parce qu'ils ont envie de vivre dans le moment présent. Donc, ils vont aller plus souvent à l'épicerie. Ils aiment essayer des nouveaux produits. Ils ne se préoccupent pas vraiment des prix. Ce qu'ils cherchent, c'est vraiment la nouveauté dans l'assiette sans trop y réfléchir. Donc, si on avait à s'imaginer cette personne-là, ça serait probablement celle qui passe devant un petit resto qu'elle ne connaît pas puis décide d'y entrer sur un coup de tête, là, juste pour goûter à quelque chose de nouveau. Donc là, Hélène, je sais qu'on vient de voir les deux spontanés. Tout à l'heure, tu disais être spontané. Est-ce que tu te retrouves dans un de ces deux profils-là? Oui, même très clairement, Maude, je pense que je me reconnais bien dans les sans chichi. Bon, je planifie pas trop, je vais selon mon humeur. C'est un bel emballage me fait de l'œil. Il se peut très bien que j'opte en fait pour ça, même si c'est pas prévu au départ. Donc, Mhm. pour les gens du marketing, vous m'aurez en me proposant des aliments simples à préparer auxquels je n'aurais pas nécessairement pensé. Donc, genre, bonne idée, ce serait bon pour cette semaine. Donc, je vais me laisser aller là. Mais pas trop compliqué. Parfait, intéressant. On va passer au dernier profil, nos deux derniers profils. Donc, on a les frugaux qui représentent 21 de la population. Mais les frugaux, eux, c'est des points, des rabais, des repas bien comptés. Donc, ils adoptent une approche très structurée où chaque choix va être guidé par le prix. Et donc, oui, ils planifient leur repas à l'avance. Ils vont scruter les circulaires, comparer les rabais, puis utiliser des cartes fidélité pour venir maximiser ici chaque dollar. Donc, il y a moins question ici de se laisser influencer par les tendances ou de céder à l'impulsivité parce que leur acte, c'est vraiment réfléchi. Euh, En effet, aussi, ça fait que leur budget alimentaire va être parmi les plus bas, simplement parce que tout est prévu, contrôlé et optimisé. Donc, si on devait s'imaginer ici les frugaux, ça serait probablement la personne qui a un petit sourire en coin en voyant ses points de fidélité doubler cette semaine. Puis finalement, on a aussi les consciencieux qui représentent 5 de la population, qui est quand même un profil des organisés ici, qui ont une approche un peu plus organisée et réfléchie de l'alimentation, parce que ça va être plus guidé par leurs valeurs. Donc, j'achète avec ma tête, mais surtout avec mes valeurs, que ce soit sociales, environnementales. Donc, ils ont tendance à
plus privilégier les produits locaux, de saison, éviter le gaspillage et ils cherchent surtout de la transparence dans ce qu'ils achètent. Donc, leur rationalité à eux repose pas juste sur le prix, comme les frugaux, mais aussi sur des choix alignés avec leur santé, leur environnement, puis leurs principes, en fait. Donc, ils vont être influencés par ce qui se passe autour d'eux, mais avec un certain fil. Donc, ils vont rester sélectifs puis justement cohérents dans leurs décisions. Donc, si on devait s'imaginer les consciencieux, ça serait probablement la personne qui va choisir les fraises locales au lieu des fraises importées, même si elles sont plus chères, juste parce que c'est la saison puis que ça compte pour elles. Là, tu me vois venir, Maude, là, tu m'as posé la question tantôt, là, je te relance la balle. Tu m'avais t'as dit que tu étais organisée. Est-ce que tu te retrouves dans un de ces profils-là? Ben, je pense que je me retrouve un peu dans les consciencieux, là, j'y pense, là, puis j'avais vraiment hâte au retour des petits fruits aussi cet été, là. J'ai un marché tout près de chez moi, puis dès que la saison commence, je suis d'ailleurs allée en fin de semaine chercher les fruits qui sont finalement, les petits fruits qui sont finalement arrivés. Donc, c'est ce qui complète nos 8 profils. On avait également quelques petites questions énoncées bonbons qu'on voulait vous présenter aussi selon les profils. Donc, qu'est-ce que vous voyez à l'écran? C'est vraiment des énoncés qu'on a posés aux répondants. Puis, ce qui est présenté, c'est le totalement en accord. Donc, vraiment le top box ici pour certains énoncés. Il y en a plus dans le rapport complet que vous allez recevoir à la fin du webinaire si vous êtes intéressé. Mais on voulait vous en présenter quelques-uns pour voir là, comment ça pouvait vivre aussi donc, les 2 premiers énoncés, là, je m'efforce activement de réduire le gaspillage alimentaire et j'ai modifié ma façon de faire l'épicerie pour faire face à la hausse des prix. Mais on voit que c'est supérieur ici chez nos organisés. Donc, on voit des pourcentages plus élevés là, chez les frugaux, chez les consciencieux qui sont totalement en accord avec ces comportements-là. Puis, on voit des pourcentages là, inférieurs chez les spontanés qui font probablement moins attention à ces comportements-là. Puis le troisième qui est quand même intéressant aussi, là, je vérifie toujours les étiquettes nutritionnelles ou la liste des ingrédients avant d'essayer un nouveau produit. Bien, on le voit chez les frugaux que c'est supérieur, mais on le voit également chez les fonctionnels. Donc, comme on le voyait, là, les protéines qui suivent pour un objectif précis, bien, je vérifie toujours les étiquettes nutritionnelles avant d'essayer un nouveau produit, fait totalement du sens aussi. Je suis plus susceptible d'essayer ou d'acheter un produit si je gagne plus de points de fidélité et de récompense. Ben, sans surprise, on a également nos organisés, que c'est supérieur. Puis, je serais intéressée à recevoir des aliments ou des boissons par abonnement. Et ben, on voit que c'est supérieur chez les consciencieux, puis nettement et aussi inférieur là, chez les désintéressés qui ne sont simplement pas intéressés par ça. On a d'autres énoncés là, dans le rapport en lien avec la nourriture aussi. Oui, merci, Maude. Donc, on arrive proche de la fin. Donc, on voulait quand même vous parler un peu de l'utilité, en fait, comment on peut utiliser la segmentation, comment elle peut vous aider aussi dans vos projets de recherche. Donc, on vient de vous présenter en fait les 8 profils de mangeurs et toutes leurs caractéristiques, ce qui les différencie. Je suis certaine que vous vous êtes retrouvés dans l'un de ceux-ci, ou mis un visage en fait sur, sur chacun des profils là, dans votre entourage, vos proches et amis. Et ce qu'on vous propose en fait aujourd'hui, de vous accompagner dans vos projets de recherche futurs en y intégrant de façon personnalisée ces 8 profils-là. Donc, cette segmentation des mangeurs est idéale dans une étude, par exemple, d'équité de marque, de positionnement, une étude de potentiel de marché, ça peut être sur un lancement de produit aussi ou un traditionnel UNA, notamment. Là, donc, elle peut être intégrée dans différents types d'études. Donc, si vous souhaitez en fait ajouter la segmentation dans votre prochain sondage, juste à nous contacter. On va pouvoir vous accompagner dans tout ça. Et quels sont les avantages en fait d'utiliser cette segmentation-là dans les différents projets de recherche? Tout d'abord, en fait, l'avantage premier, c'est que c'est une solution qui est quand même claire, clé en main, économique aussi. Donc, elle existe déjà. Donc, la segmentation, elle a déjà été faite. L'équipe analytique a déjà travaillé dessus. Donc, elle est très claire et pertinente et elle permet d'activer l'activation, en fait, de chacun des segments est assez claire aussi. Donc, on n'a pas besoin d'investir là, pour refaire une segmentation. Elle existe déjà. Donc, c'est c'est ce qu'on peut voir. Et c'est seulement, en fait, 8 questions, en fait, qui nous permettent aussi de répliquer la segmentation.
Donc, vous avez avec la segmentation tous les profils là, qui proviennent, toutes les questions qu'on a posées aussi qui permettent d'avoir une vue très claire, en fait, des différents segments. Donc, une solution qui est flexible, rapide et abordable. Deuxième avantage, c'est qu'elle vous permet aussi d'apporter une plus grande compréhension des différentes cibles dans votre marché. Donc, posant la segmentation croisée par les acheteurs, consommateurs de votre marque, par exemple, ou ceux qui vont dans votre restaurant, etc., on peut savoir qui compose votre marché, qui consomme votre marque, quel segment compose votre clientèle potentielle, celle de vos concurrents aussi. Il y a des segments qui ne sont pas rejoints, en fait. Est-ce qu'il y a des possibilités, des opportunités d'affaires aussi? Euh, possible. Donc, ça permet de faire ça. Et finalement, ça nous permet également de prendre des décisions plus éclairées en termes d'innovation, par exemple, de savoir quel segment cibler pour un nouveau produit, en lancement de marque, comment positionner votre marque en fonction des motivations des segments, ou même au niveau de la communication, des offres, là, comment adapter votre stratégie au public que vous souhaitez atteindre aussi. Donc, différentes utilités de la segmentation. Donc, vous pouvez nous contacter si jamais vous êtes intéressé à ajouter cette segmentation-là dans vos projets de recherche. Aussi, je vais vous donner en fait aussi un cas concret là, pour bien illustrer l'utilité de la segmentation. Donc, imaginez que vous êtes un torréfacteur de café local. Vous pensez connaître très bien votre consommateur. Vous dites, oh, probablement, c'est un consciencieux, là, très intéressé par le café biologique, local, équitable, en accord avec ses valeurs, etc. Vous ajoutez la segmentation à votre projet et là, vous apercevez que finalement, ah, vous êtes surreprésenté auprès des explorateurs. Ça veut dire quoi, ça, pour vous? Ça veut dire que ce sont des passionnés qui sont prêts à payer plus cher pour une origine rare, un torréfacteur indépendant ou une expérience gustative unique. Donc, en ayant la segmentation, ça vous permet peut-être de prendre des décisions du type, ben, je pourrais élargir ma gamme de produits haut de gamme, offrir des éditions limitées aussi, miser sur la notion de découverte dans les communications, etc., pour mieux adapter, aller chercher ce segment d'explorateurs-là que vous n'aviez pas nécessairement en tête au départ. Donc, c'est un exemple ici pour bien illustrer. Et comme on vous mentionnait aussi en début de webinaire, il y a un rapport aussi très détaillé qui vous sera envoyé là, en même temps que l'enregistrement du webinaire. Et dans ce rapport détaillé-là, vous avez les résultats, en fait, pour tous les consommateurs canadiens, américains, donc 2640 répondants là, qui ont participé à l'étude. Donc, vous avez les résultats par région, sociodémographique également. Vous avez tout le détail là, sur les 4 grands groupes de consommateurs, sur les 8 profils de segments, des données comportementales aussi qu'on a vues ensemble aujourd'hui là, sur les fréquences d'achat, l'influence des médias, les budgets alimentaires, etc. Et tous les tableaux croisés. Donc, c'est vraiment un rapport vraiment intéressant, très pertinent, qu'il faut avoir comme lecture de chevet peut-être, mais ça va vous être envoyé aussi à la fin du webinaire. Voilà pour ça. Donc, c'est déjà la fin, en fait, de notre webinaire. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère, en fait, que les 4 segments, les 8 profils vous ont parlé, ont capté votre intérêt aussi, vous ont donné aussi envie d'utiliser la segmentation dans vos projets de recherche actuels ou simplement pour mieux connaître la composition de votre clientèle actuelle et potentielle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour poursuivre simplement la conversation. Et je pense, Maud, qu'on a du temps. Je regarde Oui, on a encore du temps Oui, pour on a des quelques questions. minutes. Oui, quelques minutes pour Oui, répondre à vos questions. j'ai ouvert. Il y a déjà quelques petites questions. Oui, on en a une. Est-ce que la dépense hebdomadaire là, de 179 inclut les produits de nettoyage ou seulement la nourriture? Ben, c'est vraiment seulement les produits achats alimentaires. Donc, ça l'excluait aussi les dépenses de restauration et d'alcool. C'est simplement la nourriture. Donc, pas les produits de nettoyage. Et, on en a une aussi. Prévoyez-vous faire d'autres études sur les tendances alimentaires? Oui. Oui, Hélène, oui. absolument, oui, ben oui. C'est tellement intéressant, un sujet vaste, il y a plusieurs thèmes à couvrir. Donc, c'est sûr que oui, on cherche à faire d'autres études pour les tendances alimentaires, même de répliquer la segmentation aussi, de la suivre aussi dans le temps, tout ce qui est achat local, toutes les dépenses, d'aller dans plusieurs endroits, etc. Donc, si vous avez, à la fin aussi du webinaire, il y a un petit
sondage là, qui sera envoyé aussi pour voir si le webinaire a répondu à vos questions, si ça a suscité votre intérêt, mais surtout aussi pour avoir vos commentaires, suggestions pour d'autres études, d'autres thèmes que vous aimeriez couvrir aussi éventuellement. Donc, on est ouvert là, toujours réceptif, à l'écoute en fait des besoins pour être pertinent toujours pour notre auditoire. Parfait, merci. Ben, je vois une autre question qui est un peu en lien. Ben, avez-vous mesuré le phénomène des boîtes repas? Donc, la réponse est non, pas dans cette étude-là, mais ça pourrait être une avenue pour l'année prochaine aussi ou pour des projets personnalisés pour votre marque. Je pense que ça pourrait être un autre sujet à couvrir également. Sinon, on avait aussi quelle est la répartition des tranches d'âge selon chaque segment? Bon, en effet, on n'a pas couvert tout ce qui est socio-démo non plus parce que la segmentation a été vraiment basée sur des variables qui sont plus comportementales, attitudinales. Mais dans le rapport final, vous allez avoir chaque question croisée par le genre, l'âge et la région. Donc, vous allez pouvoir voir chacun des résultats dans le rapport détaillé. Je regarde les questions. Avez-vous des données sur les profils de mangeurs aux États-Unis? Oui, on a aussi les États-Unis. Donc, c'est ça, on s'est concentré pour le webinaire plus pour le Canada, mais dans le rapport détaillé, il va y avoir vraiment toutes les questions sur le Canada, puis ensuite toute la portion également États-Unis. Parfait. Je vois aussi une question. C'est ce que l'épicerie est principalement faite par les femmes? Je sais qu'à l'époque, je remonte à, c'est vraiment, vraiment plus les femmes. Maintenant, on voit, c'est beaucoup plus équilibré. Puis souvent, c'est pas nécessairement une seule personne responsable aussi dans le foyer. Encore légèrement surindexé auprès des femmes, mais on voit que les hommes là, sont très, très proches aussi. Donc, à suivre aussi. Oui. Hmm. Oui, il y avait une question aussi sur l'achat local. Je pense on demandait les dates aussi de collecte de données, à savoir si ça a été fait avant ou après là, les fameuses taxes. Ça a été fait en mai, en fait. La Oui, collecte de données du 2 s'est au fait 4 mai. 2 au 4 mai, donc c'est après, en fait, les annonces. Donc, on mesure, on capte aussi l'impact là, de tout ça sur l'achat local. Mm. Oui, effectivement. Et, je vois, nous souhaitons mettre sur pied des paniers hebdomadaires. Quels sont les produits alimentaires qui peuvent rendre ces paniers attrayants? C'est certain que ce n'est pas quelque chose qu'on a mesuré dans cette étude-là, mais on a un autre petit projet s'en vient bientôt sous peu, là, cette semaine, qui parle aussi d'achat local. Donc, soyez à l'affût, là, ça devrait s'en venir bientôt sur des produits justement alimentaires locaux. Donc, ça va être répondu, mais dans une autre étude que celle-ci. Oui, puis il y a plusieurs suggestions aussi d'idées de thèmes là, qui pourraient Mhm. intéresser, notamment sur les protéines. J'en vois ici là, Ouais. la culture de diète aussi, la relation des gens qui entretiennent avec la nourriture, les achats, la façon de manger, tout ça. Donc, assurément, regarde, c'est vaste, c'est tellement vaste. On s'est concentré vraiment sur c'est les 8 profils de mangeurs, mais effectivement, on pourrait couvrir beaucoup d'autres sujets. C'est à l'infini, pratiquement. Totalement. Puis je vois aussi des questions en lien avec des chiffres là, vraiment plus précis ou, par exemple, le budget chez certaines différents groupes. Donc, c'est ça dans le rapport, on va pouvoir voir les différences significatives là, pour le budget qui est plus élevé. Justement, comme Hélène l'a mentionné, chez les parents, et on avait un budget de 230 là, si je ne me trompe pas, Mhm. donc beaucoup plus que 179. Donc, il y a tous ces détails-là dans le rapport Et final. par segment aussi, là. Donc, Oui, exact. mm. Euh, Est-ce que l'aspect local est développé dans l'étude? Ben, en fait, c'est comme vraiment les deux questions qu'on a présentées qui sont développées dans l'étude avec chacun des segments, parce que c'est les questions qu'on a utilisées pour faire la segmentation. Donc, vous allez pouvoir voir aussi ça dans le rapport.
Bon, merci beaucoup, super intéressant, on va le dire. Oui, oui. Parfait. Super. Oui, ben, je suis très, très contente en fait de l'intérêt. Aussi, il y a plusieurs Oui, questions. C'est ça, il y en a d'autres sur la population étudiante, etc. Mais tout le détail, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à travers tous les différents sous-groupes, mais tous les détails vont être disponibles dans le rapport gratuit, en fait, qui vous sera envoyé à la fin du webinaire, tout le sociodémographique. Donc, oui, on pourra répondre population étudiante, ben, en fait, et les jeunes, etc. On pourra avoir tout le détail. Donc, je vous remercie beaucoup en fait de l'intérêt là, pour le webinaire ce matin. Merci de vous être réveillé oui. tôt aussi pour ça. Puis pour les autres questions, s'il y Ouais, en a que je vois qu'il y en a qui continuent d'entrer, on va pouvoir y répondre là, ouais. aussi par courriel, vous envoyer des réponses aussi à tout ça, inquiétez-vous pas. On va, merci de rendre public. Très intéressant. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Puis on va terminer en fait en vous souhaitant une excellente journée, surtout un bel été, une belle journée comme ça aussi. On va en Mhm. profiter, puis aller dans les marchés, à l'épicerie, se faire de bons repas. Oui, merci. Passez une belle journée. Passez une bonne journée. Au revoir.